Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h et nous sommes le dimanche 24 mars. Voici les titres de cette édition. La République de Djibouti et l'Union européenne ont eu leur dialogue politique annuel à l'Institut des études diplomatiques. Et le retour de la Syrie n'est pas à l'ordre du jour dans le sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Tunis. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, la République de Djibouti et l'Union européenne ont eu leur dialogue politique national. Soulignons au passage que le dialogue politique annuel entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou liant le groupe des États africains et l'Union européenne. Le point sur cette réunion avec Hussein Aoulet. Cette rencontre a regroupé autour d'une table ronde les hauts cadres du département ministériel des Affaires étrangères, de l'économie et des finances et de l'intérieur, ainsi que plusieurs diplomates européens en poste à Djibouti. L'ambassadeur de l'UE, Adam Koulash, s'est déclaré réjoui de la régularité de ces dialogues politiques qui est l'occasion, a-t-il indiqué, d'avoir des discussions ouvertes sur les différents aspects des relations. La coopération entre l'Europe et Djibouti continue à être forte et diversifiée, notamment à travers les projets de développement, la contribution de l'Union européenne à la stabilité régionale, mais également grâce aux investissements privés et aux échanges académiques et culturels. Djibouti est un partenaire très important. Et on a plusieurs témoignages pour ça. Pas seulement notre engagement bilatéral avec la République de Djibouti dans le domaine de l'aide de développement. On va le discuter en détail, mais je vais juste citer deux chiffres. On a 2018 millions d'euros de projets en cours à Djibouti, financés de différentes sources. Nous sommes vraiment un partenaire important. Et si je dis que tous ces chiffres représentent les dons de la part de l'Union européenne pour la République de Djibouti et pour l'IGAD, bien sûr, l'importance, je crois, devient encore plus grande. Quant à lui, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a mis en exergue l'importance qu'est revêt ces dialogues politiques, qui est un exercice de réflexion, d'échange et de partage de points de vue et d'idées sur le partenariat entre l'Union européenne et la République de Djibouti, et qui représente le paramètre d'une coopération qui se veut respectueuse, constructive et axée sur le défi du présent et les perspectives de l'avenir. Djibouti continuera à déployer ses efforts en faveur de la stabilité et de la sécurité ainsi que du développement et de l'intégration régionale. En vous souhaitant à tous et à toutes plein succès à ces travaux, je déclare donc ouverte cette session du dialogue politique entre Djibouti et l'Union européenne au titre de l'année 2019. Après les discours officiels, place aux discussions qui ont porté sur des thèmes qui couvrent tous les secteurs importants de la coopération entre l'UE et la République de Djibouti, touchant au domaine politique, l'intégration économique, concernant les volets politiques nationaux, mais aussi régional, notamment la Somalie, la coopération entre l'UE et l'IGAD, ces dialogues politiques annuels entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou liant l'ACP et l'Union européenne. Cet accord stipule dans son article 8 la tenue annuelle d'une réunion sur un dialogue politique entre chaque État membre d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Autre actualité de ce 22 h, cet atelier de vulgarisation du manuel d'enregistrement des faits d'état civil qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple ont participé à la cérémonie placée sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, le maire de la ville de Djibouti, le procureur de la République, les préfets et présidents des conseils régionaux, la représentante du FUNIAP à Djibouti et le directeur de la population. En effet, l'état civil appliqué
appliquée depuis 1979 et depuis 40 ans et calquée plus ou moins sur l'état civil français. L'atelier de vulgarisation du manuel d'enregistrement des faits d'état civil vient à point nommé, surtout en cette période de démographie galopante, sans oublier un taux de naissance non négligeable. Madame Aïcha Ibrahim, représentante du FUNIAP, a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué l'importance de la mise en œuvre du nouveau manuel d'enregistrement des faits d'état civil. Il s'agit là d'une première étape, et non des moindres, d'un programme gouvernemental ambitieux qui est la mise en place d'un système d'état civil fiable et sécurisé. La division de la statistique des Nations Unies définit l'enregistrement civil comme l'enregistrement continu, permanent, obligatoire et universel de l'occurrence et des caractéristiques des événements d'état civil de la population conformément aux exigences légales de chaque pays. L'enregistrement civil est la meilleure source de statistiques de l'état civil, dans la mesure où il constitue la collecte de statistiques sur les événements de l'état civil d'une personne au cours de sa vie, ainsi que sur les caractéristiques pertinentes des événements eux-mêmes et la présence de la personne et des personnes concernées. Et pour sa part, le directeur de la population, Ahmed Omar Jama, a expliqué la mise en œuvre de ce nouveau système d'enregistrement des faits d'état civil. Écoutons le directeur. Améliorer les relations entre administration et administrés consistait principalement à améliorer les services rendus aux concitoyens par le développement de l'administration électronique et une transparence accrue pour renforcer les droits des citoyens. Telle est la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. À ce sujet, nous nous réjouissons de la concrétisation d'un manuel d'enregistrement de faits d'état civil qui améliorera considérablement la qualité des services rendus par l'administration. Mesdames et messieurs, en novembre 2018, la République de Djibouti a fait appel à l'expertise d'une société allemande de renommée internationale pour la mise en place d'un système biométrique centralisé, en vue de doter le pays de documents d'identité sécurisés. La réalisation d'un projet d'une telle envergure inscrit Djibouti sur nouvelle trajectoire de l'ère numérique et la place ainsi sous le rang d'un des premiers pays africains à opérer un réel tournant vers la transformation digitale. Ce passage résorbera irréversiblement l'écart entre administration et administré. L'exploitation possible des imprimés administratifs passe d'abord par des formalismes prévus par des textes et des procédures à suivre scrupuleusement. Les premiers jalons sont ainsi lancés par la loi portant création d'un numéro national d'identification et d'un registre national des personnes physiques. Ce numéro sera attribué dès la naissance et sera porté sur tous les documents administratifs. Prenons la parole également, le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, s'est dite satisfaite de procéder à cette réforme plus ou moins profonde des documents actuels de l'état civil djiboutien en pratique actuellement. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais particulièrement exprimer, en ma qualité de maire et d'officier d'état civil, que la République de Djibouti vient de procéder à la réactualisation après 40 années d'un guide pratique sur l'état civil conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur, et ceci avec l'appui actif du FINIAP qui a apporté son expertise en la matière. Permettez-moi également de vous rappeler que l'organisation de cet atelier permettra d'insuffler un nouveau organisme dans nos administrations locales pour une efficacité dans le processus de déclaration et d'enregistrement des faits d'état civil. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il est aussi important de noter qu'à l'issue de la vulgarisation de ce document technique, deux aspects importants ont été dégagés en vue d'encadrer le travail au quotidien des agents de l'état civil, à savoir l'harmonisation et l'application des dispositions du cadre juridique, mais aussi l'amélioration des prestations des agents et officiers de l'état civil. L'état civil a pour but de faire définitivement évoluer les choses. Le but est clairement de remplacer le système actuel rigide, laborieux et extrêmement complexe par un système bien plus facile d'utilisation pour les citoyens et les autorités gestionnaires. Il permet aussi de jeter les bases d'un fichier unique de la population, de faciliter aux différentes administrations publiques et privées l'accès à une base de données sur l'identité des personnes.
Les résultats escomptés de ce programme sont ainsi la mobilisation sociale pour une demande accrue des services et de l'état civil par la population djiboutienne, mais aussi le renforcement des capacités des structures des officiers de l'état civil pour améliorer davantage l'offre des services. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a insisté dans son intervention sur l'urgence de reviser l'état civil actuel djiboutien qui était calqué sur l'état civil français à quelques différences près. Voici ses propos. C'est un réel plaisir d'être ici ce matin avec vous pour présider cette cérémonie de lancement officiel d'un manuel et d'un guide d'enregistrement des faits d'état civil. L'état civil constitue un élément important dans le développement socio-démographique, juridique, administratif et statistique du pays. Les données fournies par un état civil fonctionnel permettent une planification, une élaboration et une mise en œuvre efficace des politiques du développement, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement et de l'emploi. Toutefois, au cours de ces dernières années, en République de Djibouti, on constate des lacunes qui persistent au niveau de l'enregistrement des faits d'état civil. Ces lacunes se traduisent principalement par une méconnaissance des réglementations et des textes en vigueur, mais aussi par l'absence de formations adaptées aux agents de l'état civil. La mise en place d'un manuel et d'un guide de l'état civil devient une priorité afin de pallier à ces limites et assurer une amélioration, une modernisation du système de l'état civil. Mesdames et messieurs, la mise en place de ce nouveau guide intervient 40 ans après l'élaboration de l'ancien guide de l'état civil qui datait d'avril 1979 et qui était calqué sur le Code civil français de l'époque. Je suis donc particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce nouveau guide qui s'inspire intégralement du Code civil djiboutien adopté en 2018. Également dans l'actualité de ce soir, l'hôtel de ville de Djibouti a abrité ce week-end une réunion entre le maire de Djibouti-Ville, les présidents de communes et les élus locaux dirigés par l'édile de la ville de Djibouti. La dite réunion a débuté avec une minute de silence pour la mémoire des victimes du vol d'Ethiopian Airlines. Un débat franc et constructif s'est également imposé entre les participants. Ce débat est intervenu suite au plan d'action élaboré par le maire de la ville sur les projets qui vont être réalisés pour la capitale dans le courant de cette année. Un plan de travail annuel bien fixé sur le cap de la politique du pays, à savoir Djibouti, une capitale au rayonnement mondial, une ville propre, aménagée pour le plus grand plaisir de ses habitants. À l'issue de la réunion, nous avons interviewé le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd Bedoul, qui nous a donc indiqué les tenants et aboutissants de cette réunion dirigée par le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awali Ousmane. Il a précisé que tous ces projets ont été discutés et seront mis en œuvre. Il y a un organigramme, Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet les deux personnes nommées conseillers techniques au sein de son département lors du dernier conseil des ministres, à savoir Abdillahi Hassan et Mme Marianne Abdelkader. Les deux responsables ont remercié pour l'accueil qui leur a été réservé aux ministres et sont engagés à participer activement à la promotion du département ministériel. Pour le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, avoir Mme Mariam dans son équipe est une aubaine et lui a donc confié la lourde tâche d'impulser une nouvelle dynamique au CDC, vitrine par excellence du département. Quant à M. Abdillahi, il rejoint l'équipe de la communication.
Autre actualité, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdoun, a clôturé donc mercredi dernier un atelier de formation des assistants sociaux sur la protection de l'enfant et la gestion du service de protection à Djibouti qui a débuté donc le 17 mars et qui consistait à poursuivre une formation sur la théorie de 10 jours au mois d'octobre 2018 au Kempinski Palace Hotel. Cérémonie de clôture qui a vu la participation de la représentante adjointe de l'UNICEF à Djibouti, Mme Alexandra Elmer, et de la directrice de la famille, Mme Fozia Ali Ousmane, ainsi qu'une vingtaine de participants. Les officiels ont félicité les participants qui sont venus donc de différents départements ministériels et les ont exhortés à appliquer les acquis et connaissances capitalisées lors de cette formation. Écoutons pour plus amples explications la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa. L'identification des problèmes, parce que si on n'a pas encore identifié le problème, on ne pourra pas aider l'enfant. Ce sont les étapes importantes pour que vous puissiez aider les enfants. Et les solutions que vous allez apporter. D'abord, si vous n'avez pas sensibilisé la personne que vous allez aider, je pense que c'est par étapes que les processus vont se passer. J'espère que ces formations qui vous ont été efficaces, les outils que vous allez utiliser seront essentiels pour les démarches que vous allez poursuivre plus tard. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite. Suite à la déclaration du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amié, des équipes composées des agents de l'inspection générale du travail et des lois sociales, la CNSS et la direction du travail de l'Agence nationale de l'emploi et de l'insertion professionnelle ont été privée. Répartis en 5 équipes pour couvrir les différentes communes de la capitale, ces agents de contrôle ont procédé à des inspections inopinées dans des entreprises de la place œuvrant dans les différents domaines, notamment dans le BTP, le service et des entreprises industrielles, entre autres. Ces contrôles portent sur le respect de ces sociétés en matière de déclaration auprès des ANEFIP et de la CNSS de leurs salariés locaux comme employés étrangers. Des déclarations de salaire et les paiements des cotisations sociales. Les agents de contrôle se sont également penchés sur les conditions de travail des employés et les moyens de protection et de sécurité. Sur invitation du général Thomas Waldhauser, commandant de l'Africom, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, est rendu jeudi matin au camp du bataillon d'intervention rapide, communément appelé BIR, stationné à Ali Unay. Dans son déplacement, le général Waldhauser était accompagné du général James Gregg, commandant en chef du camp Lémonier et de son staff. L'Africom est le commandement des États-Unis pour l'Afrique chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis dans ce continent. L'objectif de cette visite était d'appréhender les évolutions du bataillon BIR ayant achevé une formation initiale. Avant d'entamer cette deuxième phase de cette formation d'élite, un point de situation des acquis s'imposait. À leur arrivée, le SEMGA djiboutien et le commandant de l'Africom ont procédé à la revue de troupes dressée pour les honneurs, puis la délégation composée des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Après les salutations d'usage, les deux généraux ont eu un entretien en tête-à-tête dans le poste de commandement du bataillon en présence du capitaine Omar Ali Hassan, commandant du régiment de la brigade d'intervention rapide. C'était l'occasion pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim de remercier le général Thomas Waldhauser pour l'effort qu'il ne cesse de démontrer habituellement à partir du Stuttgart afin de soutenir les forces armées djiboutiennes dans leurs différents projets. Eh bien, le CMGA, le chef d'état-major général des armées djiboutiens, a tenu donc à remercier le général Thomas Waldhauser pour la construction récente de la clinique à Ali Unay et l'a informé de la reconnaissance de la population local. De son côté, le général Thomas Waldhauser a remercié l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet et s'est réjoui de sa présence aux côtés des forces armées djiboutiennes. Il a ajouté que c'est un réel plaisir de venir toujours à Djibouti à entretenir les relations amicales et fraternelles qui lient nos deux pays et en général nos deux armées. À l'issue de cet entretien entre les deux généraux, le commandant Basile, chef du bureau de la coopération et sécurité de l'ambassade américaine, a ouvert le dialogue
pour remercier les deux généraux d'avoir usé donc de leur temps pour venir assister à cette visite d'inspection. Puis le capitaine Omar Ali Hassan, commandant du bataillon d'intervention rapide, a projeté une présentation à l'ensemble des participants autour d'une collation. Cette présentation résumait les principales missions de cette unité, à savoir la sécurisation de cette zone sud proche de la frontière avec la Somaliland, la lutte contre les contrebandes, sa zone de responsabilité et les différentes formations données par les instructeurs américains aux jeunes recrues de ce bataillon. En effet, bataillon d'intervention rapide mis sur pied en 2017 se veut le noyau central offensif des forces armées djiboutiennes, destiné donc à servir de soutien aux forces armées djiboutiennes dont les opérations de grande envergure est projetable à tout moment. De ce fait, la formation de ce bataillon est exclusivement offerte par les forces américaines, formation calquée sur le modèle des commandos Marines des États-Unis. Puis c'est au tour du lieutenant Olion, d'instructeurs américains, de présenter son équipe de formateurs aux deux généraux et faire un bref résumé sur les acquis des membres de ce bataillon, tant sur les plans d'aguerrissement et que sur les plans militaires. En effet, durant la démonstration, les jeunes recrues ont pu illustrer leurs connaissances en matière de combat et de corps à corps. Ainsi, les deux généraux et les autres participants ont pu assister à deux exercices, l'un sur le combat et l'autre sur le corps à corps en cas d'attaque frontale. Le scénario établi faisait office d'un combat urbain où les militaires en mode patrouille se font attaquer par des insurgés. Le contact avec l'ennemi est établi avec le bataillon devait contenir cet ennemi. Devant la foulée, les militaires ont démontré leur connaissance en matière de très satisfait de la démonstration. Le général Waldozer a tenu à féliciter tous les membres du bataillon pour les exploits réalisés. Il s'est dit donc fier et impressionné de la qualité de l'apprentissage et du sérieux démontré par les militaires djiboutiens. Il n'a pas manqué aussi de féliciter les instructeurs américains car il a précisé que c'est le fruit de leur labeur. Le chef d'état-major général des armées a pris la parole et a souligné que ce type d'action démontre l'excellente coopération militaire entre nos deux armées. Comme chaque année, à l'instar de nombreuses contrées de la sous-région, la confrérie soufie de Cheikh Moussa a organisé le week-end dernier la ziara de Cheikh Issa Wali, l'ancêtre de la communauté Issa. Cette cérémonie religieuse et coutumière qui a eu lieu jeudi soir dernier dans l'enceinte du sanctuaire Maqam de Cheikh Moussa de la commune de Balbala réunit une immense foule issue des composantes de la société civile venues de différents horizons. Salam ya Nabi, salam alayka ya Rasul. وامدنا اللهم يا الله بأمدادي وبمددي. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Cyclone Ida, le bilan s'alourdit en Afrique australe. Le bilan ne cesse de s'alourdir à la suite du cyclone Ida qui a touché l'Afrique australe début mars. D'après un dernier bilan, plus de 700 personnes sont décédées dans la région, 446 rien qu'au Mozambique. Le pays doit faire face à une grave crise humanitaire. Le programme alimentaire mondial qui distribue la nourriture a déclenché son niveau d'urgence 3, équivalent aux crises au Yémen, en Syrie ou encore au Soudan du Sud. D'après le ministre des Territoires et de l'Environnement, 530 000 personnes ont été touchées par la tempête, dont donc 1000 réfugiés dans des camps. Il a également touché le Zimbabwe. 259 personnes y auraient été tuées d'après l'Organisation internationale d'immigration, alors que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que 154 personnes sont décédées. Au Malawi, 56 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes qui ont accompagné le cyclone. Je vous le disais en titre, Ligue arabe, la Syrie n'est pas à l'ordre du jour dans le sommet de la Ligue arabe à Tunis. La question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe n'est pas à l'ordre du jour officiel du sommet de Tunis du 31 mars prochain. C'est ce qu'a assuré hier le porte-parole de l'organisation pan-arabe. Le statut de membre de la Syrie au sein de cette institution basée au Caire a été suspendu en raison de la guerre qui sévit dans ce pays depuis 2011. Des pays arabes ont toutefois récemment montré leur volonté de se rapprocher du régime de Bachar al-Assad, alors que ces derniers tentent depuis plusieurs mois un retour sur la scène diplomatique après avoir reconquis le 2/3 du territoire syrien. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.